Oui, bonjour. Donc, on a le plaisir de clôturer donc la journée. Donc, on s'aperçoit que le TGV arrive bien à l'heure. Nos prédécesseurs ont respecté les horaires, donc merci à eux. Donc, moi, je suis Philippe Kospérek et je suis donc le directeur du marché des professionnels et entreprises donc, au sein du groupe Ouest France. Et donc, je suis accompagné de Michel Lenouilly. Je vais laisser se présenter. Alors moi, je travaille à la DSI d'Ouest France sur un sujet qu'on appelle la banque de contenu et sur lequel on fait ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle. Et on va vous expliquer un petit peu comment ça marche, mais pas du tout du côté des chiffres comme l'a présenté la SNCF, mais sur une partie que l'on appelle le TAL, ou le traitement automatique de la langue, en fait. Quel est le sens des mots que mettent nos journalistes dans les textes? Alors donc le thème de cette petite présentation, c'est l'information de proximité, donc une data désormais accessible pour le B2B, puisqu'on s'aperçoit que de plus en plus, effectivement, c'est un besoin exprimé par les professionnels et les entreprises. Donc déjà, quand on pense Ouest France, on se dit mais tiens, mais c'est plutôt un journal B2C, est-ce qu'on parle de B2B dans les colonnes et est-ce que ça peut intéresser effectivement les entreprises? C'est une question qu'on s'est posée nous il y a quelques temps. Il y a à peu près 10 ans de cela, on s'est dit, mais regardons déjà la structure de nos abonnés. Et on s'est aperçu qu'on avait pratiquement 33 000 abonnés, effectivement, B2B, à nos supports traditionnels, d'ailleurs. Ils utilisaient tout simplement le journal de manière très, très classique. Et donc, on s'est dit que, tiens, ce serait peut-être intéressant d'aller les interroger, d'aller les voir, pour leur demander un petit peu quels sont les usages qu'ils ont effectivement de nos sources. Et donc, on a fait une grande enquête auprès de ces populations-là. Et quand on est allé les voir, ils ont très vite réagi en disant mais bah oui, bien sûr qu'effectivement les contenus que vous produisez, c'est important puisque comme vous parlez de la vie des gens, vous parlez de leur entreprise, vous parlez des succès des entreprises, vous parlez des licenciements, des recrutements, que sais-je, des décisions de mairie, de communes ou autres. Donc tout ça, c'est une information qui intéresse effectivement le B2B. Donc déjà, rassurant. On a détecté, là en l'occurrence, des besoins business. Certains nous ont même dit, nous, nos commerciaux, c'est la première chose qu'ils font sur le territoire pour savoir si, pour détecter une information business, c'est aussi par l'information qu'on va l'obtenir. Donc première chose, effectivement des besoins business. Quand on a creusé, on leur dit, mais c'est bien tout ça, mais parlez-nous de vos peines. C'est quoi vos problèmes par rapport à l'information quand même ? Là aussi, ça a été effectivement une réaction, c'est de dire mais le problème de l'information, c'est qu'il y en a partout. On en a partout, tout le temps, sur une multitude de supports, et ça devient très très compliqué d'aller chercher la bonne pépite, quoi, en fait. C'est d'aller détecter effectivement cette information, et on a coutume d'appeler maintenant de parler d'infobésité. Donc on s'est dit là, il y a peut-être aussi quelque chose à faire. Et puis face à cela, on a donc des besoins de data, de contenu, d'information. Le problème, c'est qu'il y en a partout et tout le temps. Et puis le troisième problème, c'est qu'on a de moins en moins de temps pour la traiter. C'est-à-dire que ça devient compliqué. Nous, on est des chefs d'entreprise, on est des commerciaux, on est des chefs de service ou autres. Et ça devient très compliqué maintenant de passer du temps à la détecter. Déjà, on a assez de temps pour l'analyser. Donc voilà. Donc fort de cela, on est rentré au bureau, si je puis dire, et puis on s'est dit, là, il faut qu'on change de paradigme, il faut qu'on change de rythme, il faut qu'on s'adresse effectivement à ce marché B2B de manière un peu plus structurée, alors que jusqu'ici c'était plutôt de manière tout comme les particuliers. Donc on a travaillé effectivement sur ce sujet et on avait eu la bonne idée il y a déjà plusieurs années de numériser l'ensemble de nos contenus. Et à chaque fois, donc, il y a un article qui est créé dans le groupe Ouest France, et j'insiste bien sur le groupe Ouest France, je parle là du groupe Ubi Hebdo, je parle qui nous appartient, Presse Océan, Ouest France, le Courrier de l'Ouest, le Maine-Lit, Presse de la Manche, enfin bref, tout un tas de ribambelles de filiales qui effectivement font partie du groupe. Eh bien, on a donc produit du contenu, bien évidemment, et tout ce contenu, qu'il soit numérique ou print, tombe dans un réceptacle qu'on appelle chez nous la banque de contenu. Et cette banque de contenu, à ce jour, elle est composée de plus de 46 millions d'articles. C'est pour vous dire un petit peu l'importance de la data que nous avons à l'intérieur de cette banque de contenu. Et ça remonte, pour la petite histoire, même jusqu'à l'après-guerre. Donc on est en capacité, effectivement, de sortir des articles de cette manière. Et pour vous donner une idée de l'importance de la production du groupe Ouest France, c'est que chaque jour, on produit à peu près entre 3 000 à 6 000 nouveaux articles par jour qui viennent donc implémenter effectivement cette banque de contenu.
Donc fort de ça, on s'est dit, on va s'appuyer là-dessus. Et puis et si on donnait finalement les clés du camion aux clients? Si on inventait des moyens, des supports pour leur permettre effectivement de traiter cette donnée, alors peut-être déjà à l'intérieur d'une plateforme. Hein, on a eu l'idée là du coup de créer un logiciel en mode SaaS qui s'appelle PanoraPress. Vous aurez tout compris en déduisant que ça veut dire c'est la contraction de panorama et presse, donc PanoraPress. Et à l'intérieur effectivement de cette solution, eh bien, on a la capacité à donner, à fournir, à rendre accessible effectivement cette donnée, ces contenus. Alors Michel, toi tu es à l'origine effectivement à la fois de la banque de contenu et puis la création effectivement de cette solution. Est-ce que tu peux nous en parler? Je vais essayer. Oui, dans cette solution, comme le disait Philippe, 46 millions de documents. Je ne sais pas si c'est peu, beaucoup. En tout cas, quand on cherche une info, ça peut donner de la matière à lire. À cette info de 46 millions d'articles, entre guillemets, on peut ajouter 35 millions de photos aujourd'hui et à peu près 17,5 millions de pages numérisées. Donc quand on parle de contenu et de data, c'est quelque chose où on peut remonter donc à l'ancêtre de Ouest France qui s'appelait Ouest Éclair. Et donc nos premières pages sont datées de 1899. Alors cette production augmente au quotidien. Et effectivement, quand vous cherchez une info, elle peut être chiffrée sur des tas de sources très spécifiques. Mais parfois, dans un contenu que met un journaliste, il y a la première information qu'il publie en tant que quotidien local ou des choses comme ça. Mais il peut y avoir des tas d'informations là-dedans que votre cerveau, lui, sait détecter. Parce qu'à un moment donné, par exemple, vous travaillez dans le marché de l'artisanat, vous avez une grande entreprise, et ce qui vous intéresse, par exemple, particulièrement en début d'année, quand il y a les vœux au moment des conseils municipaux qui vont vous dire qu'on va faire la réfection de l'école ou de je ne sais pas quel bâtiment public. Vous vous dites, il va peut-être y avoir un marché public de publier dans quelques temps. Je vais aller voir le directeur technique de cette ville et donc je vais peut-être essayer d'orienter le marché. Donc en fait, la lecture de tous ces contenus, vous en avez tous des usages différents et c'est à chaque fois une intelligence que vous déployez pour détecter la bonne information. Donc, au-delà de la première volonté de cette banque de contenu qui était de pérenniser le patrimoine du groupe Ouest France, parce que finalement, le seul patrimoine dont on dispose aujourd'hui, ou la seule donnée dont on dispose, ce sont les articles publiés, les photos, les pages ou des choses comme ça. Mais pour publier tout ça, on utilise effectivement beaucoup de données, et beaucoup de données prennent sens quand on arrive à les relier les unes aux autres. Alors, vous l'aurez compris, le domaine de l'équipe avec laquelle je travaille, on est moins sur les données data lake chiffrées qu'exposait la SNCF tout à l'heure, mais on est beaucoup dans la compréhension du sens. Alors, c'est mis en pleine lumière aujourd'hui depuis quelques mois maintenant avec ChatGPT. On n'a pas attendu l'arrivée de ChatGPT pour essayer de faire des choses à notre niveau, parce qu'il y a quelque chose que le groupe Ouest France défend farouchement, c'est la souveraineté sur ces données. La notion de droit d'auteur produit par les journalistes a son importance. Donc on ne peut pas laisser le traitement de ces données-là à un tiers ou à d'autres entreprises. On ne pourrait pas, entre guillemets, en contrôler l'usage. Donc on est allé sur ces technos d'IA qu'on nomme aujourd'hui, mais plutôt sur la partie qu'on appelle donc traitement automatique de la langue. Traitement automatique de la langue, pour ceux qui ne sont pas trop du domaine, ça va être, vous, quand vous recherchez une information par exemple sur une personne, c'est évident. Pour un texte, quand je vais voir à un moment donné Georges Brassens avec un moteur de recherche, je vais aussi bien vous présenter des articles qui parlent d'une inauguration de je ne sais trop quoi dans une salle Georges Brassens, mais ce n'est pas l'information qui vous intéresse. Donc l'intelligence qu'on a commencé à essayer de déployer sur l'ensemble de ces contenus, c'est de faire la distinction entre les éléments qui constituent ce texte. Et comment je veux dire, en français, on a de la chance, les textes sont des phrases généralement avec un sujet, un verbe et un complément. Donc typiquement, dans tous les traitements que l'on va faire sur chacun de nos contenus, chaque fois que l'on va, vous détecter une chaîne type Georges Brassens, on va regarder si c'est une adresse ou si c'est un sujet, donc une personne. Et là, ça ne prend pas du tout le même poids derrière quand vous ferez des recherches. Donc, tous ces contenus qui rentrent, ils sont complètement décortiqués dans la banque de contenu. Et à quoi ça va nous servir ensuite pour répondre à ce qu'évoque
comment Philippe pour faire des besoins spécifiques, c'est que donc un journaliste, quand il fait son papier, il a lui un contexte en tête, il a des mots qu'il utilise pour décrire, comment je veux dire, le sujet. Mais vous, quand vous recherchez l'information, vous n'avez pas forcément le même contexte d'usage que le journaliste quand il l'a écrit, et vous n'avez pas forcément en tête les mêmes mots qu'il pourrait avoir utilisés. Donc comment je fais pour trouver de l'information quand finalement on n'utilise pas les mêmes termes d'un bout à l'autre? Et bien justement, au-delà de cette comment je veux dire, caractérisation de tous les contenus que l'on rentre, on va passer sur l'aspect valorisation. Donc c'est catégoriser ces contenus. Ça peut vous sembler évident pour certaines catégories, type politique, économie ou des choses comme ça. Mais parfois sur un contenu que le correspondant local ou que le journaliste aura mis en politique, il y aura pour autant des tas d'informations qui vous intéresseront en termes d'économie. Donc ce que l'on fait, une fois qu'on a analysé ces textes-là, on va aussi les catégoriser d'une manière, comment je veux dire, automatique, en utilisant des modèles de langage, donc de l'IA, pour, comment je veux dire, être capable de créer des catégories de contenu génériques ou alors totalement spécifiques. Ce que vous trouvez dans Panora Press, c'est ce qu'essayait d'illustrer, comment je veux dire, Philippe, en disant on s'intéresse à l'information B2B. On s'est aperçu que, comment je veux dire, beaucoup d'entreprises recherchaient de l'information entre guillemets spécifique sur l'immobilier, sur les entreprises en croissance ou des choses comme ça. Et c'est pas forcément le terme que vous avez dans le contenu quand il est écrit, ou c'est pas non plus un tag ou une rubrique que va mettre spécifiquement un journaliste. Donc, ce que l'on a apporté sur cette banque de contenu, c'est qu'à un moment donné, on va faire donc du machine learning, de l'apprentissage, de l'intelligence artificielle, qui va consister à finalement modéliser, comment je veux dire, une rubrique telle que on sent qu'elle donne de l'appétence à, comment je veux dire, à nos usagers. Et on l'a fait complètement custom. C'est-à-dire que du coup, aujourd'hui, dans Panora Press, dans la partie expertise au sens, comment je veux dire, entreprise, la catégorie donc entreprise en croissance ou fusion, acquisition et levée de fonds, c'est pas quelque chose que le journaliste coche quand il écrit son papier. C'est quand l'article rentre dans la banque de contenu que l'on va le catégoriser, comment je veux dire, sous cette thématique-là, thématique bien sûr qui nous aura été d'abord orientée, apprise par, comment je veux dire, les spécialistes du domaine en disant c'est ça que je veux voir apparaître dans ce type de contenu parce que ça a de l'intérêt pour comment je veux dire, pour telles entreprises ou des choses comme ça. Et donc à partir de là, sous ces rubriques-là, vous allez trouver des contenus qui n'ont pas forcément les mots-clés que vous auriez pu rechercher sur tel et tel domaine. Donc l'idée étant de vous apporter de l'information quelque part sans avoir été encore complètement au bout de comment je décris une information que je veux trouver. Ce qui nous intéresse, nous, bien sûr, c'est que par rapport à ce qu'évoquait Philippe, c'est que vous trouviez l'information plus vite, comment je veux dire, sans passer trop de temps à la chercher. Parce qu'on aurait pu se contenter d'un moteur de recherche avec des mots-clés, 45 millions de documents, si vous avez toute la journée devant vous, ça vous laisse du temps à chercher. Mais l'idée, elle est bien de raccourcir ce temps de recherche, parce que de toute façon, les journées font 24 heures pour tout le monde, pour en fait maximiser le temps que vous avez après pour aller lire l'information qui vous intéresse. Donc l'IA, c'est un petit peu tous ces sujets qu'on a ramenés, et donc on a des exemples auxquels on ne pense pas forcément, mais on a eu un exemple de création de catégories très, très spécialisées en utilisant ces techniques-là. On a une entreprise connue dans la recherche successorale qui, par exemple, s'intéressait à toute l'information contenue dans nos pages nécrologie, parce que pour eux, c'était une mine d'or, finalement, pour trouver les héritiers. En héritier. L'exemple que je vous prenais tout à l'heure, un artisan, enfin une entreprise assez grande quand même, mais qui s'intéresse effectivement en début d'année à tout ce qui est annonce de marché public au travers des vœux des différentes mairies pour orienter, comment je veux dire, ces prises de rendez-vous ou des choses comme ça. Et puis je pense que Philippe a encore plein d'autres exemples ou une banque qui s'intéresse bien sûr, comment je veux dire, à l'avis de son portefeuille client au sens local, parce que, comment je veux dire, quand on connaît son client, on peut aussi devancer ses besoins ou des choses comme ça. Et un moteur où, quelque part, la personne qui utilise cet outil
aurait besoin de taper tous les mots-clés de ces noms d'entreprise, comment je veux dire, pour chercher un petit peu l'info qui peut tourner autour du contexte dans lequel elle travaille, bon, c'est long et fastidieux. Aujourd'hui, en utilisant ces outils de fabrication un petit peu de contenu, on peut aller très loin. Et puis, bien sûr, on est en train, comme l'actualité comment je veux dire, autour de l'IA, et en particulier l'IA générative, bien adaptée à la notion de contenu, on est en train de travailler à rendre cette interface interrogeable, comme vous le ferez ou comme vous le faites déjà peut-être avec du Bing, avec du OpenAI et ChatGPT. Parce qu'effectivement, une question d'interrogation des fonds sur des notions de questions-réponses, comment je veux dire, c'est des modèles d'intelligence artificielle. Et les réponses à l'actualité récente, vous ne les trouverez pas avec ChatGPT, parce que déjà, pour l'instant, enfin peut-être à la fin de l'année, on aura des données très très récentes. Mais les données d'Ouest France déjà ne sont pas, comment je veux dire, crawlées par ChatGPT. C'est important de le signaler, parce qu'on a l'impression que les données Ouest France, on les retrouve quand on tape du Google, on a accès à tout. Mais heureusement, on s'est doté, nous, d'un anti-bot, parce qu'on a longtemps souffert aussi, comme d'autres quotidiens, d'être pillés effectivement par certains robots qui venaient aspirer effectivement du contenu. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. Donc on se protège de cela, et donc le contenu reste bien effectivement dans cette banque de contenu, sauf le contenu gratuit en open, parce qu'on a aussi du contenu non payant et on peut y avoir accès. Donc ce que disait quand même Michel, pour rappeler, le mode SaaS comme tel que vous le voyez là, c'est la possibilité donc de créer des rubriques, des entrées thématiques. Et là, on a plusieurs versions. On s'adresse aux entreprises, on s'adresse aux collectivités. Tu vas trop vite. Aux collectivités. Et puis on s'intéresse aussi aux maritimes. On a des portes d'entrée effectivement maritimes où on a des thématiques effectivement qui sont appropriées. On peut peut-être vous les montrer. Puisqu'on a plusieurs versions effectivement de Panora Presse. Donc là, un logiciel en mode SaaS, tout est intégré et on a la possibilité. Vous voyez, collectivité typiquement, c'est d'autres usages, d'autres souhaits. Donc c'est sur étagère. Ça a été travaillé avec la documentation et donc c'est catégorisé. On peut montrer le maritime, une version maritime, où là, typiquement, défense et action de l'État en mer, énergie marine renouvelable, tous les articles, puisqu'on est aussi propriétaire du Marin, qui est un support bien connu, effectivement, dans le maritime, on enrichit, effectivement, grâce à ça. Donc, à côté de cela, vous avez vos revues de presse sur étagère qui sont prêtes en fonction de thématiques, mais vous pouvez aussi, comme l'a dit Michel, vous personnaliser votre revue de presse avec des mots-clés, où là, il va vous délivrer l'information tous les matins en disant écoute, tu as 10 articles. Moi, j'ai par exemple, pendant le Brexit, des entreprises qui souhaitaient avoir toutes les informations sur le Brexit et avaient enregistré leurs mots-clés, et tous les matins, c'était livré directement, mais en autonomie totale, grâce effectivement à cette solution-là. Donc, c'est mine de rien, c'est assez unique dans la presse en France, puisque moi, j'assiste souvent avec mes collègues à des réunions de la presse quotidienne. Et aujourd'hui, aucun groupe de presse n'a cet outil-là aujourd'hui sur le B2B et les collectivités. Donc, comme l'a dit Michel, on a cette possibilité donc en mode SaaS, en abonnement, en autonomie. Mais on peut effectivement, comme il l'a rappelé tout à l'heure, avoir des demandes spécifiques de clients qui vont nous dire attendez, moi j'ai besoin d'une donnée spécifique que j'ai besoin de triturer entre guillemets, est-ce que vous savez faire ça, est-ce que vous pouvez me la délivrer d'une autre manière? Alors sous réserve effectivement qu'on s'assure que cette donnée ne sera pas exploitée de manière illicite ou bref, donc on a besoin effectivement de le contrôler. Et bien c'est quelque chose qui peut effectivement s'envisager. J'entendais tout à l'heure dans une conférence un assureur, je crois, qui utilisait la presse pour de l'analyse de risque. Donc c'est typiquement là aussi des articles dont ils ont besoin. Michel, tu voulais peut-être rajouter autre chose ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si l'IA et les technos vous intéressent, mais effectivement, on est dans un domaine un peu différent, comment je veux dire, des cursus classiques en intelligence artificielle. Mais voilà, comme nos prédécesseurs, on embauche également, si c'est des sujets qui vous passionnent, au sens technique. Alors, il y a peut-être des questions d'ailleurs plus directes qui concernent ça, Michel, auxquelles tu pourrais peut-être répondre, si vous avez des questions concernant... Je vous en prie. Oui, merci à vous pour cette présentation. La banque de contenu, elle est
principalement sur des articles des sociétés de l'Ouest, là? Alors non, on s'étend beaucoup plus large aujourd'hui, parce qu'effectivement, Ouest France, c'est les 3 régions de l'Ouest. Mais comme l'indiquait Philippe, on intègre le groupe Publi Hebdo, avec 95 hebdomadaires qui couvrent l'ensemble du territoire français. Le Marin est un média national également. Il faut savoir que Ouest France, maintenant, c'est aussi, on ne le sait pas toujours, mais c'est le premier quotidien français, mais c'est aussi la première plateforme d'information en France. En mois d'août, par exemple, on était devant le Figaro, devant Le Monde ou autre, avec 172 millions, 176 millions de visites, je crois. Donc on a une vocation aussi nationale. Mais très, très clairement, quand même, soyons clairs, si on parle d'histoire et puis de masse de contenu, forcément, de par notre positionnement, on est très très fort sur les 12 départements bretons, c'est vrai. Mais on va aussi à l'extérieur. On est même propriétaire de 20 minutes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de 20 minutes en France. Donc ça fait partie aussi du groupe Ouest France. Donc de plus en plus, on a vocation effectivement nationale. Et d'ailleurs, pour terminer, dans cette banque de contenu, on a ajouté d'autres sources externes d'ailleurs. La Tribune, par exemple, en économie, a souhaité effectivement regagner cette plateforme-là aussi. Donc ils sont présents. Voilà, on peut avoir parfois des supports externes qui viennent s'ajouter effectivement à nos contenus. Paris-Normandie, par exemple, qui appartient pas au groupe Ouest France, en Normandie, vient rejoindre effectivement la plateforme également. Merci. Ça a répondu ? Autre question ? On a fait le tour ? J'ai aussi une autre question du chat, du coup. C'est Thomas Mousseau qui demande le prix pour l'accès à Panora Press. Alors, le prix pour accès à Panora Press, ça dépend des versions et puis de l'usage, mais on a voulu rendre ça tout à fait accessible parce que c'est fait pour des structures opérationnelles. Hein. Donc, contrairement à des revues de presse du CAC 40 là, qui vous descendent, qui dépendent des DG très souvent, ça c'est un outil très très opérationnel. Donc, aux alentours de, un peu moins de 2000 € annuels. Hors taxe, eh bien, vous avez à disposition tous les contenus en illimité. Vous avez même les journaux, je ne vous l'ai pas montré, mais il y a un kiosque à l'intérieur pour lire le journal tout simplement. Hein. Et puis surtout aussi, c'est un outil qui vous permet de diffuser l'information en interne à vos collaborateurs en toute légalité, puisque vous savez que vous n'avez pas le droit, je vous l'apprends peut-être, mais c'est comme la SACEM pour la musique. Hein, quand vous passez des morceaux de musique dans un restaurant, vous n'avez pas le droit, vous êtes obligé de payer une redevance. Eh bien, la presse, c'est pareil. Si vous découpez des articles de journaux ou vous faites une revue de presse et vous la diffusez en interne, eh bien, il faut le déclarer. Ce n'est pas la SACEM, c'est le Centre français d'exploitation de la copie. Et donc, il y a un droit d'usage, là, en l'occurrence. Eh bien, nous, ça intègre effectivement, cette plateforme intègre effectivement cette notion-là. Et on peut la diffuser à ce moment-là en interne en étant sécurisé. Merci. C'est moi, on a clôturé la soirée. Je vous souhaite une bonne soirée, donc. Et merci en tout cas de votre attention. Merci.